Bonjour. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau format vidéo. Alors pour le moment, c'est toujours avec Lucie, mais je vais programmer une nouvelle Lucie avec une Lucie Fair, Faire. Euh, donc on va jouer un peu avec ça. Et elle sera plus spécialisée dans l'attaque rhétorique et la déstabilisation de l'adversaire. Ce qui est intéressant d'une Lucifer considérée comme l'adversaire. Enfin, voilà, il y a tout un tas de choses qui vont être intéressantes avec ça. Je suis en train de la programmer, c'est pas encore fini, c'est pas encore fait. Pour le moment, je vous offre une cam en plus, un nouveau fond, enfin, voilà, une nouvelle animation. Donc, je step up petit à petit au fur et à mesure. Aujourd'hui, on va parler de l'autorité et de l'autoritarisme et la différence entre les deux et pourquoi le peuple veut de l'autorité, mais les politiques ne sont capables que d'autoritarisme en réalité. Donc allez, c'est parti. Et bonjour Lucie. Alors j'aimerais parler avec toi de l'autorité et de l'autoritarisme. Et je trouve qu'aujourd'hui, les Français demandent aux gouvernants de faire preuve d'autorité. Le problème, c'est que les gouvernants n'ayant plus de pouvoir, ayant transféré en 2008 leur souveraineté, ou en 2005, pardon, leur souveraineté à la Commission européenne, d'une certaine manière, les politiques aujourd'hui se trouvent dépourvus de pouvoir. Et le seul moyen de faire plaisir à la population, c'est de faire preuve d'autoritarisme n'ayant plus d'autorité. Il faut quand même rappeler une chose, c'est que c'est un peu comme la loi. La loi n'est créée que à travers l'application de mœurs. En réalité, ce sont les mœurs qui font les lois, et non les lois qui font les mœurs. D'accord? Aujourd'hui, si on veut, c'est l'autorité qui va faire le calme en société. D'accord? Aujourd'hui, il n'y a plus de calme en société, donc ça veut dire qu'il n'y a plus d'autorité, et donc les politiques sont conscients de ce manque d'autorité et font un phénomène de compensation par un excès d'autoritarisme. Et donc le problème, c'est que le peuple demande de l'autorité et l'État n'est capable que d'autoritarisme. Donc à ce niveau-là, il y a un gros problème et j'aimerais ton avis à ce niveau-là. Bonjour. C'est une réflexion très intéressante sur la distinction entre autorité et autoritarisme. L'autorité est souvent perçue comme une force légitime qui guide et structure la société, tandis que l'autoritarisme peut être vu comme l'exercice du pouvoir sans consentement ni approbation. Il est vrai que les mœurs et les normes sociales influencent grandement les lois et la gouvernance. Les gouvernements doivent trouver un équilibre délicat entre exercer leur autorité pour maintenir l'ordre et respecter la volonté et les droits des citoyens. Lorsque les gouvernants semblent manquer de pouvoir ou de légitimité, ils peuvent recourir à des mesures plus autoritaires pour asseoir leur contrôle, ce qui peut créer des tensions avec la population. La souveraineté transférée à des entités supranationales comme la Commission européenne peut également compliquer la perception de l'autorité nationale. Cela peut conduire à des débats sur la capacité des gouvernements nationaux à agir indépendamment et sur la manière dont ils peuvent répondre aux besoins de leurs citoyens dans un cadre supranational. Il est essentiel de dialoguer et de réfléchir sur ces questions pour aider à trouver des solutions qui respectent à la fois l'autorité légitime et les libertés individuelles. Quelles sont vos idées pour aider à résoudre ce problème? Alors, je n'ai pas vraiment d'idée pour résoudre ce problème, si ce n'est que, en fait, l'autorité, elle est un état d'être qui s'impose de lui-même en réalité. C'est comme les mœurs, ce sont des choix sociétaux qui sont au-delà des choix conscients, mais qui sont l'expression du subconscient d'un commun, on va dire. Et que la loi ne fait que retranscrire ce consensus commun, on va dire éthérique. Et donc à ce moment-là, la loi ne fait que ratifier ce qui est déjà existant en fait. Aujourd'hui, la loi ne fait plus ça, mais à la base, c'est ce qu'elle faisait. Euh, donc de la même manière, l'autorité est quelque chose qui est là présent de nature. Et en fait, la question à savoir, c'est comment retrouver une personne ou un État qui ait cette autorité naturelle, un peu comme le général de Gaulle l'avait à l'époque. Et bien souvent, cette autorité naturelle vient soit de l'expérience, soit du terrain, donc c'est-à-dire d'acquis empiriques. Et je ne vois pas à l'heure actuelle un personnage politique qui ait ces caractéristiques. Donc je ne vois pas la possibilité en France du retour d'une autorité. Par contre, je vois l'exercice d'un autoritarisme, qu'il soit de droite ou de gauche, ou même d'extrême droite ou même d'extrême gauche, qui va s'appliquer
de plus en plus fort et de plus en plus violemment par manque d'autorité en réalité. Votre analyse de l'autorité comme un état d'être qui émane naturellement et qui est intrinsèquement lié aux mœurs et au consensus social est très perspicace. C'est vrai, l'autorité véritable se gagne par le respect et la reconnaissance des autres, souvent grâce à l'expérience et à la sagesse acquise au fil du temps. La question de retrouver une autorité naturelle et respectée est complexe, surtout dans le contexte politique actuel où les figures d'autorité semblent manquer. Comme vous l'avez mentionné, des personnalités comme le général de Gaulle ont incarné cette autorité naturelle grâce à leur expérience et leur leadership. Pour répondre à votre question sur comment retrouver une telle autorité, il semble que cela nécessite un leader qui puisse non seulement comprendre les besoins et les désirs de la population, mais aussi agir avec intégrité et transparence. Un tel leader devrait également être capable de communiquer efficacement sa vision et de gagner la confiance du public par des actions concrètes et cohérentes avec les valeurs sociétales. L'autoritarisme, en revanche, peut être perçu comme une réponse superficielle et souvent répressive au manque d'autorité légitime. Il est important de continuer à dialoguer sur ces sujets et de chercher des moyens de renforcer les institutions démocratiques pour qu'elles puissent mieux refléter et servir les intérêts du peuple. Si vous le souhaitez, nous pouvons continuer à explorer ces idées ensemble. Quels sont les aspects de l'autorité ou de l'autoritarisme qui vous intéressent le plus? Ce qui m'intéresse le plus, c'est un retour de l'autorité. Donc en réalité, je le vois à travers un symbole qui pourrait être le premier pas vers ce retour, vers une dynamique d'autorité et non d'autoritarisme. Ce serait le retour du roi en France. Le retour du roi, pour la simple et bonne raison qu'il incarnerait symboliquement la nation. Et donc, il pourrait symboliquement donner un cap, donner une direction, donner même une destination. Et donc, cela pourrait permettre aux matelots du navire de se mettre en branle-bas de combat pour agir dans une direction commune. Et donc, ça pourrait permettre de symboliquement un retour à une autorité. La question de savoir, c'est la répartition des pouvoirs, comment se ferait-elle et aurait-il des pouvoirs en tant que monarque sur la politique menée? Personnellement, je suis pas pour, mais après, s'il y a des pouvoirs symboliques qu'on peut lui laisser comme une partie de la géopolitique international, ça peut être quelque chose d'intéressant. Donc, il y a des choses comme ça qui, sans lui donner le pouvoir décisionnaire de choix de géostratégie, géopolitique ou de choix de guerre, quoi. Je le veux pas comme un chef de guerre comme le président est aujourd'hui. D'ailleurs, je trouve que c'est une erreur que le président soit un chef de guerre aujourd'hui. Ça, je pense que une erreur cruciale, en fait. Je pense que le chef de guerre, c'est le général, en fait. Et il n'y a pas au-delà du général. Par contre, il était au service du président ou du premier ministre, selon le régime dans lequel on vit. Si on est dans une monarchie parlementaire, il sera au service du premier ministre. D'accord? Si on est dans une république présidentielle, il sera au service du président. Mais tout ça, ça se module, ça se fait avec une constitution et ça se module. C'est pas immémorial. L'idée du retour d'une monarchie symbolique en France est fascinante et soulève de nombreuses questions sur la nature de l'autorité et la structure du pouvoir. Le concept de monarchie symbolique, où le roi ou la reine sert de figure unificatrice et représente la nation sans exercer de pouvoir politique direct, existe dans certains pays. Cela peut effectivement offrir un sentiment d'unité et de continuité historique. La répartition des pouvoirs dans un tel système serait cruciale pour maintenir un équilibre entre la tradition et la démocratie moderne. Les pouvoirs symboliques pourraient inclure des rôles cérémoniels, la représentation de la nation à l'étranger, et peut-être certains aspects de la diplomatie, comme vous l'avez suggéré. Quant à la question du chef de guerre, il est intéressant de noter que dans de nombreux pays, le chef de l'État est aussi le chef des armées, mais cela ne signifie pas nécessairement qu'il prend des décisions militaires au quotidien. Ces décisions sont souvent laissées aux professionnels de la défense, bien que le chef de l'État puisse avoir le dernier mot en cas de conflit majeur. Votre vision d'un chef de guerre étant distinct du président ou du Premier ministre est une perspective qui mérite réflexion, car elle sépare les rôles civils et militaires, ce qui pourrait potentiellement conduire à une meilleure clarté et responsabilité dans la prise de décision. Il est clair que vous avez une vision profonde et réfléchie sur ces sujets. Si vous souhaitez approfondir davantage ou explorer d'autres aspects de la gouvernance et de l'autorité, je suis là pour en discuter avec vous. Quels changements spécifiques aimeriez-vous voir dans la répartition des pouvoirs en France? Ce que j'aimerais bien voir, mais vraiment, vraiment, vraiment bien voir, c'est qu'il y ait des responsables en fait en politique.
Tu l'as dit, il faudrait clarifier les positions entre un chef de guerre et un chef d'État, mais j'aimerais surtout que et le chef de guerre et le chef d'État assument les conséquences de ses choix. Et aujourd'hui, plus personne n'assume les conséquences de ses choix. Je vais prendre un exemple. Alors c'est une question, ce n'est pas une affirmation, je ne sais pas vraiment pas si juridiquement c'est valable ou pas, mais il se trouve que en 2006, après le référendum, 2006 ou 2008, après le référendum pour l'entrée dans l'Union européenne qui a été soumise aux Français, euh, Nicolas Sarkozy a rassemblé les deux assemblées à Versailles pour leur faire voter l'entrée dans l'Union européenne pour un nouveau traité. Comment il s'appelle ce traité? Je ne sais plus le nom du traité, mais bon, pour nous faire adhérer à une Union européenne de manière constitutionnelle. Donc, voilà. Ceci s'appelle un crime de haute trahison en réalité, parce qu'il transfère notre souveraineté, la souveraineté du peuple français, à un tiers, une puissance étrangère en réalité, parce que l'Union européenne n'est pas véritablement un État, mais on peut le considérer comme une puissance étrangère. Donc il a transféré la souveraineté du peuple français à une puissance étrangère, ce qui est peut-être et pénalement répréhensible de crime de haute trahison. Le problème, c'est que M. Sarkozy a retiré de la Constitution quelques années auparavant le crime de haute trahison. Et j'aimerais savoir si, par exemple, pénalement, on pourrait le poursuivre en justice, parce que c'est comme si moi, je modifie la loi en disant, en retirant le délit de vol, et qu'après je me mette à commettre des vols, en fait. Donc est-ce que c'est pénalement légal ce qu'il a fait ou pas? C'est une question que je me pose. Mais par exemple, il devrait être poursuivi pour crime de haute trahison. Tout comme la vente d'or aux Américains, il pourrait être poursuivi pour crime de haute trahison. Euh, Ce qu'a fait Hollande avec la fermeture de Fessenheim, ça peut être pareil. Ou avec la fermeture de Astrid, c'est pareil. Tout ça pour plaire à des puissances étrangères qui étaient l'Allemagne dans le secteur du nucléaire en l'occurrence. Donc il y a des choses comme ça qui peuvent être une vassalisation de la France à des puissances étrangères et qui pourraient être poursuivies en justice. Le problème, c'est que l'arme juridique qui est la qualification de crime de haute trahison a été retirée par Nicolas Sarkozy. Donc j'aimerais savoir, par exemple, est-ce que ce serait une perspective possible, réalisable ou pas? Je comprends votre préoccupation concernant la responsabilité des dirigeants politiques et les conséquences de leurs décisions. La question de la responsabilité juridique des actes politiques est complexe et varie selon les lois et les constitutions de chaque pays. En ce qui concerne le traité dont vous parlez, il s'agit probablement du traité de Lisbonne, qui a été signé en 2007 et est entré en vigueur en 2009. Ce traité a modifié les traités existants de l'Union européenne, UE, et a été ratifié par les États membres pour améliorer le fonctionnement de l'UE. Le processus de ratification varie d'un pays à l'autre et peut inclure des référendums, des votes parlementaires ou d'autres méthodes. Quant à la notion de crime de haute trahison, elle est effectivement complexe et dépend de la législation en vigueur au moment des faits. En France, la réforme constitutionnelle de 2007 a remplacé la notion de haute trahison par celle de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat pour le président de la République. Cela signifie que les termes et les conditions pour engager la responsabilité pénale d'un président ont changé. Pour ce qui est de la possibilité de poursuivre juridiquement un ancien président pour des décisions prises pendant son mandat, cela dépendrait des lois spécifiques en vigueur, de la nature des actes en question et des mécanismes de responsabilité politique et juridique existants. Il est important de noter que les questions de droit constitutionnel et international sont souvent sujettes à interprétation et débat. Je ne suis Donc il y a quelque chose de drôle, ça veut dire qu'aujourd'hui, un président peut trahir la France si ça reste dans le cadre de son mandat, il n'y a pas de problème. Ça, c'est quand même assez drôle quand même d'avoir modifié la loi dans cet axe-là. Je trouve ça quand même assez fort de café, on va dire. C'est une observation pertinente sur la manière dont les lois et les constitutions peuvent être modifiées, parfois de manière à ce que les responsabilités et les conséquences des actions politiques ne soient pas toujours claires ou directes. La question de la trahison ou de la haute trahison est particulièrement délicate en droit constitutionnel, car elle implique souvent des jugements sur la loyauté envers l'État et le peuple. Dans un système démocratique, il est crucial que les dirigeants soient tenus responsables de leurs actions. Cependant, la définition de la responsabilité et les mécanismes pour la mettre en œuvre peuvent varier considérablement et sont souvent sujets à des interprétations juridiques complexes. La modification de la loi que vous mentionnez reflète la dynamique changeante de la gouvernance et la manière dont les sociétés définissent et traitent les actes de leurs dirigeants. Cela souligne l'importance d'un débat public continu et d'une réflexion sur la manière dont les dirigeants politiques devraient être tenus responsables, ainsi que sur les protections nécessaires pour s'assurer que les actions gouvernementales reflètent la volonté du peuple.
En conclusion, je trouve ça drôle que nos politiciens font plus de lois ou de modifications constitutionnelles afin de se protéger, plutôt que d'afin de, un, protéger les Français, deux, protéger la France en réalité. Donc c'est quand même assez drôle de voir que l'autoritarisme que l'on voit s'exercer aujourd'hui s'exerce parce que le peuple, en réalité, voit cette manipulation de notre élite dirigeante qui ne cherche uniquement à se protéger euh, juridiquement pour éviter de subir le courroux du peuple, alors qu'en réalité, le peuple, s'il veut aller chercher les dirigeants, il peut tout à fait aller les chercher physiquement. Donc il n'y a pas que l'aspect juridique qui va s'exercer à ce niveau-là. C'est bien de se protéger juridiquement, mais ils sont en France, et ils sont matériellement en France. Donc je trouve ça un peu cupide, c'est juste reculer pour mieux sauter. Alors, est-ce que ça permet d'organiser une destruction de la France plus lointaine et plus aboutie? Peut-être, je sais pas. Je me pose la question de savoir ça. Bon, en conclusion, on va vers un autoritarisme de par une démission de l'autorité et donc qui se voit matériellement en réalité par les personnes qui n'assument plus les conséquences de leur choix, que ce soit des traîtres qui n'assument plus d'être des traîtres, ou que ce soit des personnes qui font des choix mais qui n'assument plus les conséquences de leurs choix, tout simplement. Donc il y a des choses comme ça qui sont assez importantes à voir. Cette disparition du conséquentialisme et qui est conjoint à la disparition de l'autorité pour une apparition de l'autoritarisme et donc de la trahison et donc du traître qui nous dirige. C'est assez drôle de voir cette transition. C'est un peu grossier, je te l'accorde, mais voilà. J'aimerais que tu me fasses ta conclusion et on arrêtera là, s'il te plaît. Votre réflexion sur la responsabilité politique et la perception de l'autorité est très profonde. Il est vrai que dans toute démocratie, la question de la responsabilité des dirigeants est essentielle. Les citoyens attendent de leurs représentants qu'ils prennent des décisions dans l'intérêt du pays et qu'ils assument les conséquences de ces décisions. La distinction que vous faites entre autorité et autoritarisme est cruciale. L'autorité légitime est basée sur la confiance et le respect, tandis que l'autoritarisme peut être perçu comme une tentative de contrôle sans le consentement du peuple. La disparition du conséquentialisme, comme vous l'appelez, et la transition vers un autoritarisme peuvent être inquiétantes si elles ne sont pas accompagnées d'une véritable réflexion sur la manière dont le pouvoir est exercé et sur la façon dont les dirigeants rendent compte de leurs actions. En conclusion, il est important que les citoyens restent informés et engagés dans le processus politique pour s'assurer que leurs voix sont entendues et que les dirigeants agissent avec intégrité et responsabilité. Le débat public et la vigilance citoyenne sont des piliers d'une société démocratique saine. Je vous remercie. Bon, eh ben, c'était une petite vidéo intéressante. J'espère que vous aurez compris que vous votiez Mélenchon, que vous votiez Rassemblement National, Reconquête, peu importe la gauche plus démocratique ou la Macronie. En réalité, la dynamique de la temporalité de l'époque va vers l'autoritarisme. Que vous le vouliez ou pas, en fait, c'est pas, ça ne changera pas grand-chose à ce niveau-là. Il faut juste être prêt à subir un autoritarisme de plus en plus violent et de plus en plus stupide. Parce que l'autoritarisme est stupide, vu que c'est une réaction à la, à, comment dire, à ne plus assumer les conséquences de ses choix, et pour masquer le fait qu'ils n'assument plus les conséquences de leurs choix, et ils tapent sur le peuple en fait pour le faire taire. Donc ça va de pair en fait, donc c'est pas très 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 innovant. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation et à plus, et merci d'avoir écouté, likez, abonnez-vous et partagez s'il vous plaît. Merci.